J'avais rêvé de cette nuit pendant des années. Ma première exposition de sculpture, organisée dans une petite mais élégante galerie au cœur de Paris, me semblait être l'aboutissement de chaque nuit sans sommeil, de chaque échec transformé en leçon, de chaque fragment de moi-même que j'avais versé dans l'argile et le bronze. La salle était doucement éclairée, mon nom imprimé en or sur le panneau d'entrée. Amis, famille, collectionneurs, tous étaient invités. Mais surtout, mon mari, Thomas, se tenait à mes côtés, tenant ma main alors que nous attendions le dévoilement. Le Marais, ce quartier historique où j'avais trouvé cette galerie nichée entre une boulangerie centenaire et un café toujours plein, vibrait d'une énergie particulière ce soir-là. Les rues pavées résonnaient sous les pas pressés des invités qui arrivaient, certains avec des bouquets de fleurs, d'autres avec des bouteilles de champagne. Sylvie, ma meilleure amie depuis nos années aux Beaux-Arts, courait partout, vérifiant que chaque détail était parfait. Elle avait toujours cru en moi, même lorsque mes professeurs avaient qualifié mon travail de trop émotionnel ou pas assez technique. Thomas avait toujours été mon soutien, ou du moins c'est ce que je croyais. Il m'avait vu lutter contre rejet après rejet, et c'était lui qui avait insisté pour que nous célébrions en grand. Le vin était au frais, la liste des invités était complète, et j'avais même porté la robe rouge qu'il disait toujours me donner l'air puissante. Claire Fontaine, la sculptrice qui avait survécu, qui avait persisté. C'était comme ça qu'il me présentait aux gens, avec une fierté qui me réchauffait le cœur. « Ça va aller », murmura-t-il à mon oreille, alors que mon cœur battait à tout rompre. « Ce soir, tout Paris saura ce que je sais depuis toujours. Tu es exceptionnel. » La galerie, avec ses murs blancs immaculés et son parquet en chêne vieilli, était devenue mon sanctuaire au cours des dernières semaines. J'y avais passé des jours entiers à positionner chaque pièce, à ajuster l'éclairage pour que les ombres dansent exactement comme je l'imaginais. Monsieur Leroy, le propriétaire à la moustache soignée et aux nœuds papillons toujours impeccables, m'avait laissé carte blanche. « Une artiste comme vous, » avait-il dit avec son accent du Sud qui contrastait avec son élégance parisienne, « doit avoir l'espace pour créer sa vision. » J'étais nerveuse, mais excitée. Les rideaux allaient pas bientôt se lever. Ce devait être le début de tout. Notre appartement dans le 11e arrondissement, petit mais lumineux, avait été transformé en atelier improvisé pendant des mois. Les meubles poussés contre les murs, les bâches protégeant le parquet, l'odeur d'argile imprégnant même nos vêtements. Thomas s'était plaint parfois, mais jamais trop fort. Il comprenait, disait-il. Il respectait mon art. Et quand j'avais enfin terminé ma collection âme tangible, il avait été le premier à dire qu'elle méritait d'être vue. Les sculptures étaient comme des extensions de moi-même. La mère et l'enfant en bronze, inspirés par ce désir de maternité que je n'avais pas encore osé lui avouer. La danseuse abstraite, capturant ce moment où le corps humain semble défier la gravité. Et surtout, l'arbre tordu des souvenirs, avec ses branches s'étirant comme des mains, chacune tenant un fragment de mémoire représenté par de minuscules objets encastrés dans le métal. La foule s'était rassemblée. Le champagne commençait à circuler. Je reconnus un critique d'art du Figaro, son carnet déjà ouvert. Ma sœur Marie-Claire, venue spécialement de Lyon, me fit un clin d'œil encourageant. Même mon père, qui n'avait jamais vraiment compris pourquoi j'avais abandonné mes études de droit pour l'art, était là, maladroitement élégant dans son costume rarement porté. 5 minutes, annonça Monsieur Leroy, sa voix portant au-dessus du bourdonnement des conversations. Thomas serra ma main un peu plus fort. « C'est ton moment, » dit-il. « Tu le mérites. » J'inspirais profondément. L'odeur familière de peinture fraîche et de bois poli, le léger parfum de Chanel que Sylvie portait toujours, la chaleur des spots qui commençaient à chauffer la pièce. Tout semblait parfait, comme dans un rêve. Mais le moment où ils ont tiré les rideaux, mon monde s'est fissuré. Chaque sculpture était brisée. Les piédestaux étaient nus ou couverts de débris. Mon cœur s'est effondré. Le silence dans la salle était plus lourd que n'importe quel cri n'aurait pu l'être. Ma respiration s'est bloquée dans ma gorge et je me suis tournée lentement vers Thomas, espérant que c'était une terrible erreur. Les morceaux d'argile et de bronze gisaient comme des cadavres sur le sol immaculé. Les lumières, soigneusement ajustées pour mettre en valeur les courbes et les ombres de mes créations, n'éclairaient plus que destruction. Je sentis le goût métallique de la peur dans ma bouche, me demandant si j'allais m'évanouir. Des murmures choqués commençaient à s'élever autour de moi. Quelqu'un? Était-ce Sylvie?
laissa échapper un juron qui résonna dans le silence horrifié. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda mon père, sa voix rauque brisant le silence comme un marteau sur du verre. Je n'avais pas de réponse. Mes yeux étaient fixés sur Thomas, cherchant dans son regard une explication, un partage de ma douleur, n'importe quoi qui me rattacherait à la réalité, alors que je sentais mon monde s'effondrer sous mes pieds. Thomas a commencé à rire, pas nerveusement, pas par incrédulité. C'était un rire plein, moqueur, qui résonnait dans la galerie comme une gifle. Je l'ai regardé avec incrédulité, trop stupéfaite pour parler. Puis, avec désinvolture, il a dit « Voici une petite surprise pour toi. Profite bien de ton exposition. Ha ha !» Des hoquets de stupeur se sont élevés de la petite foule, tandis que les pièces commençaient à s'assembler dans mon esprit. Les images de vidéosurveillance confirmeraient plus tard. Thomas était arrivé plus tôt que tout le monde et avait personnellement détruit chaque pièce. Mes mains tremblaient, pas seulement de chagrin, mais de trahison. Quel genre de personne fait cela à quelqu'un qu'il prétend aimer ? Mon Dieu, Claire, murmura Sylvie en s'approchant de moi, ses yeux passant de mon visage figé aux débris sur le sol. La galerie semblait soudain trop petite, l'air trop épais. Je sentais tous les regards sur moi, pitié, confusion, embarras. Monsieur Leroy se tenait près de l'entrée, le visage pâle, ses mains habituellement assurées maintenant agitées et incertaines. Le critique du Figaro écrivait frénétiquement dans son carnet, et je me demandais avec un détachement étrange si la destruction de mes rêves ferait un meilleur article que mes sculptures elles-mêmes. « Je ne comprends pas », dit mon père, s'avançant vers Thomas avec les poings serrés. À 65 ans, avec ses cheveux gris et son dos légèrement voûté, il paraissait soudain plus grand, plus dangereux. « Explique-toi, jeune homme. » Thomas haussa simplement les épaules. Ce mouvement nonchalant que je l'avais vu faire 1000 fois lors de nos disputes, quand il décidait que mes sentiments n'étaient pas dignes de son respect. « Elle comprend, » dit-il en me désignant d'un signe de tête. « N'est-ce pas, Claire ? Tu savais que ça ne pouvait pas durer. » Je me souvenais maintenant des signes, de ces petits moments que j'avais ignorés. Comment il avait semblé distant ces derniers mois, toujours sur son téléphone, souriant à des messages qu'il ne partageait jamais. Comment il avait commencé à critiquer mon travail, subtilement d'abord, puis de plus en plus ouvertement. « Trop émotionnel », disait-il, faisant écho à mes professeurs mais sans leur intention constructive. Je me souvenais de ces longues absences, de ces réunions tardives, de ce parfum sur sa chemise que j'avais prétendu ne pas remarquer. « Tu es fou ?» La voix de Marie-Claire trancha l'air comme un couteau. Ma sœur, toujours la protectrice, même si elle vivait à des centaines de kilomètres. Tu viens de détruire des mois de travail, des œuvres qui valent des milliers d'euros. Thomas ne sembla pas impressionné. Son regard restait fixé sur moi, comme s'il attendait quelque chose. Des larmes, peut-être, ou des supplications. Mais j'étais engourdie, incapable de lui donner la satisfaction de ma douleur visible. Avant que je puisse traiter ce que je ressentais, il a tendu la main dans son manteau et m'a tendu une enveloppe. Avec un sourire suffisant, il a chuchoté « Voici les papiers du divorce. Considère cela comme une rupture nette. » J'étais sans voix. L'homme en qui j'avais eu confiance, l'homme avec qui j'avais construit une vie, était maintenant celui qui se tenait dans les cendres de mon travail, fier du feu qu'il avait allumé. L'enveloppe était épaisse, officielle, avec le logo d'un cabinet d'avocats du 8e arrondissement que je ne reconnaissais pas. Elle semblait lourde dans mes mains, comme si elle contenait plus que des papiers. Elle portait le poids de chaque mensonge qu'il m'avait dit, de chaque promesse brisée. Le temps semblait s'étirer. J'entendais la respiration de Sylvie près de moi, le murmure choqué des invités, le grognement bas et menaçant de mon père. Au loin, les bruits de Paris continuaient. Klaxons, rires de terrasses de café, la vie qui ne s'arrêtait pas malgré l'effondrement de mon monde. « Tu avais tout préparé ?» dis-je finalement, ma voix étrangement calme. Ce n'était pas une question. Thomas hocha la tête, ce petit sourire satisfait toujours aux lèvres. Depuis des semaines, je voulais juste attendre le bon moment. Dramatique, n'est-ce pas ? Comme tu l'aimes. Pourquoi l'humilier comme ça ? Demanda quelqu'un dans la foule. Peut-être un ami, peut-être un étranger. Je n'étais plus sûre de qui était qui dans ce cauchemar. Thomas balaya la question d'un geste de la main. Elle comprend la symbolique. L'artiste en elle peut l'apprécier, n'est-ce pas, chérie ? Ce dernier mot, chérie, prononcé avec tant de dérision, fit craquer quelque chose en moi. C'était le même mot qu'il utilisait quand il me réveillait avec du café le dimanche matin.
quand il me tenait dans ses bras après une journée difficile, quand il me promettait que tout irait bien. Je regardais autour de moi, voyant mes créations en morceaux. La mère et l'enfant étaient méconnaissables, juste des fragments de bronze éparpillés. La danseuse avait été décapitée, son corps gracieux réduit à des éclats. L'arbre des souvenirs, mon préféré, avait été le plus brutalement attaqué, chaque branche arrachée, chaque petit souvenir écrasé sous ce qui devait être son pied ou un marteau. Elle a été naïve, continua Thomas, s'adressant maintenant à la foule comme s'il donnait une conférence. Penser qu'elle pouvait être artiste et épouse. Que je pouvais supporter encore une année de revenus irréguliers, d'appartements transformés en ateliers, de conversations interminables sur la vision artistique. Il cracha presque ces derniers mots. Je ne reconnaissais plus l'homme devant moi. Où était celui qui m'avait encouragé à quitter mon emploi stable pour poursuivre ma passion? Celui qui avait passé des week-ends entiers à m'aider à déplacer l'argile lourde, à installer mon four dans notre minuscule salle de bain? Avait-il toujours été cet étranger cruel, ou l'avais-je perdu en chemin sans m'en apercevoir? « Sors d'ici !» dit Monsieur le Roi, trouvant finalement sa voix. « Tout de suite, ou j'appelle la police. » Thomas haussa à nouveau les épaules. « J'allais partir de toute façon. J'ai un rendez-vous. » Puis il se tourna vers moi, et pour un instant, je crus voir une fissure dans son masque de cruauté, peut-être du regret, ou simplement la réalisation de ce qu'il venait de faire. Mais cela disparut rapidement, remplacé par cette indifférence que je commençais à croire était son vrai visage. « Au fait, » ajouta-t-il, « Céline te dit bonjour. » Céline. Le nom flotta dans l'air comme un parfum trop fort. Ma galeriste concurrente. Celle qui avait refusé d'exposer mon travail 6 mois plus tôt, prétendant qu'il n'était pas assez commercial. Celle qui avait toujours regardé Thomas un peu trop longtemps lors des vernissages. Et tout s'éclaira. La trahison n'était pas seulement personnelle, elle était professionnelle aussi. Ils s'étaient ligués contre moi. Peut-être même avaient-ils ri ensemble de ma naïveté, de ma confiance. « Va-t'en », dis-je, surprenant tout le monde, y compris moi-même, par la froideur de ma voix. J'ai regardé l'enveloppe, puis l'homme que je pensais connaître. Et puis, quelque chose en moi a changé. J'ai souri, pas par déni, pas pour masquer la douleur. C'était calme, contrôlé, intentionnel. Il a incliné la tête, confus. « Pourquoi souris-tu » a-t-il demandé, sa voix perdant un peu de son arrogance. Je me suis approchée et j'ai soutenu son regard sans ciller. « Tu devrais rentrer à la maison en premier », ai-je dit simplement. Pas de menace, pas de voix élevée, juste une phrase que je savais allumerait la mèche de quelque chose de plus grand. Il a cligné des yeux, et pour la première fois de la soirée, j'ai vu la peur traverser son regard. Il n'a rien demandé d'autre. Il s'est retourné et s'est précipité hors de la galerie, trébuchant presque. Je suis restée là, debout au milieu des ruines de mon travail, ne me sentant plus comme la victime de la soirée. Des murmures bourdonnaient autour de moi, mais je m'en fichais. La vraie histoire ne faisait que commencer. Le silence qui suivit son départ fut presque aussi assourdissant que son rire moqueur l'avait été. Je sentais tous les regards sur moi, attendant que je m'effondre, que je pleure, que je hurle ma rage. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose de nouveau prenait forme. Une clarté que je n'avais jamais connue auparavant. Claire, la voix de Sylvie était douce, inquiète. Elle posa une main sur mon épaule, mais je ne tremblais plus. « Tu veux qu'on appelle quelqu'un ? La police, peut-être ?» Je secouais lentement la tête, sentant le poids de mes boucles brunes contre mes joues. Non, pas encore. Je scrutais la salle, les visages concernés, certains gênés, d'autres ouvertement curieux. Je suis désolée pour cette représentation inattendue. Ce n'est pas ce que j'avais prévu pour ce soir. « Ma chérie », dit mon père, s'approchant avec une rage à peine contenue, « cet homme doit payer pour ce qu'il a fait. C'est de la destruction de propriété, sans parler de... »« Papa », l'interrompis-je, touchant doucement son bras, « fais-moi confiance. »« Il payera. » Un murmure parcourut la foule. Je ne parlais pas comme une femme brisée. Je ne pleurais pas. Je ne suppliais pas. Et cela les intriguait, peut-être même les inquiétait un peu. Monsieur le Roi s'éclaircit la gorge. « Mesdames et messieurs, compte tenu des circonstances, je suggère que nous reportions cette soirée. » Toujours le diplomate, même face au chaos. Mais je secouais à nouveau la tête. Non, ma voix était claire.
portant jusqu'au fond de la petite galerie. Le vin est déjà ouvert, la nourriture est prête. Je désignais les débris sur le sol. Et ceci, bien que ce ne soit pas ce que j'avais prévu d'exposer, raconte finalement une histoire plus puissante que mes sculptures originales ne l'auraient en fait. Marie-Claire me regarda, comme si j'avais perdu l'esprit. « Claire, tu n'es pas obligée de faire ça maintenant. Personne ne t'en voudra si je m'effondre, » je complétais sa phrase avec un petit sourire. « Si je laisse un homme détruire non seulement mon travail mais aussi ma soirée ?» Je pris une profonde inspiration. Ce n'est pas qui je suis. Ce n'est pas qui nous sommes, nous les Fontaine. Notre nom de famille, Fontaine, signifiait « source » ou « fontaine » en français. Notre père nous avait toujours dit, à Marie-Claire et à moi, que cela signifiait que nous étions des sources inépuisables de force. L'eau trouve toujours son chemin, disait-il souvent. Elle contourne les obstacles, érode la pierre, s'adapte et continue. Je m'avançais au centre de la pièce, me tenant parmi les fragments de mes créations. Le critique du Figaro s'était rapproché, son stylo prêt. Tant mieux. Que cette histoire soit racontée. Ce soir, commençai-je, ma voix plus forte à chaque mot, vous êtes témoin de quelque chose d'inattendu, pas seulement de la fin d'un mariage. Je levai l'enveloppe de divorce avec une nonchalance qui me surprit moi-même, mais aussi de la naissance de quelque chose de nouveau. La pièce était silencieuse maintenant, toute l'attention focalisée sur moi. Je me tenais plus droite, sentant le tissu rouge de ma robe contre ma peau comme une armure. J'ai créé ces sculptures pour explorer la fragilité et la résilience. Comment les choses peuvent se briser et pourtant conserver leur beauté. Je ramassai un fragment de bronze, un œil de la figure maternelle, regardant toujours avec tendresse, même séparé de son visage. Je ne savais pas que cette exposition deviendrait une démonstration si littérale de ce concept. Quelques rires nerveux parcoururent la pièce. L'atmosphère commençait à changer. Ce n'était plus une scène de désastre, mais quelque chose d'autre. Une transformation en cours. Thomas croyait me détruire ce soir, continuai-je. Il pensait que sans lui, sans ses œuvres, je n'étais rien. Un échec, une artiste ratée. Je laissai ces mots flotter dans l'air un moment. Il avait tort. Sylvie s'approcha, se tenant à mes côtés en signe de solidarité. Puis Marie-Claire, puis mon père. Et lentement, d'autres invités se rapprochèrent aussi, formant un cercle autour des débris, non plus comme spectateurs d'une tragédie, mais comme participants à quelque chose de nouveau. Certains d'entre vous se demandera pourquoi je souris, dis-je, consciente de l'expression calme qui était apparue sur mon visage, différente de tout ce que j'avais ressenti avant. C'est parce que pour la première fois depuis longtemps, je vois clairement. Je vois qui était vraiment Thomas. Je vois ce qu'était vraiment notre mariage. Je fis une pause. Et je vois ce que je dois faire maintenant. Je me tournai vers Monsieur le Roi. Auriez-vous un appareil photo ? Je voudrais documenter ceci, exactement comme c'est. Il hocha la tête, surpris mais intrigué, et disparut dans son bureau. Pendant ce temps, je m'adressai à nouveau aux invités. Je vous invite à rester, à boire du champagne, à regarder ces débris non comme une fin, mais comme un début. Demain, je commencerai à créer une nouvelle collection. Elle s'appellera « Renaissance des cendres ». Le critique griffonnait frénétiquement, son expression passant de la pitié à l'intérêt professionnel. Je savais ce qu'il pensait. Quel angle fascinant pour un article. La sculptrice trahie qui transforme sa tragédie en art. Mais ce n'était pas pour la publicité que je faisais cela, ni pour la vengeance, bien que celle-ci viendrait à sa façon. C'était pour moi, pour reprendre le contrôle de mon histoire, pour ne pas laisser Thomas définir cette nuit, ni mon avenir. Monsieur le Roi revint avec un appareil photo professionnel. Je le pris et commençai à photographier méthodiquement chaque pièce brisée, chaque fragment. Je capturais les ombres créées par l'éclairage dramatique, les expressions des invités, l'enveloppe de divorce posée parmi les débris comme un élément d'installation intentionnelle. « Il va revenir à l'appartement », dit Marie-Claire, s'approchant de moi tandis que je prenais mes photos. « Tu ne peux pas y retourner ce soir. » Je baissai l'appareil photo et la regardai directement. « Je sais, c'est exactement ce que je veux qu'il fasse. » Elle fronça les sourcils, perplexe. « Claire, qu'est-ce que tu as fait ?» Je lui souris. Un vrai sourire cette fois, pas celui qui avait fait paniquer Thomas. « Rien. Et tout. » Je repensais à mes paroles. « Tu devrais rentrer à la maison en premier. » Si simple, si ordinaire. Mais je savais qu'elle résonnerait en lui comme un avertissement. Thomas me connaissait,
ou du moins, il croyait me connaître. Il savait que je n'étais pas du genre à menacer. Si je suggérais qu'il devait rentrer, c'est qu'il y avait une raison. Et maintenant, il courait vers notre appartement, imaginant toutes sortes de scénarios. Peut-être pensait-il que j'avais détruit ses affaires en représailles. Peut-être craignait-il que j'aie changé les serrures. Ou pire. Mais la vérité était à la fois plus simple et plus dévastatrice que tout ce qu'il pouvait imaginer. « Claire, » insista mon père, « dis-nous ce qui se passe. Nous sommes inquiets pour toi. » Je regardais l'heure. Presque 22 heures. Thomas serait déjà arrivé à l'appartement maintenant. Il aurait déjà découvert ce que je lui avais préparé. « Ne vous inquiétez pas, » dis-je doucement. J'ai juste donné à Thomas un avant-goût de sa propre médecine. Une petite leçon sur la valeur de l'honnêteté et la puissance de la prévoyance. Sylvie me regarda avec un mélange d'inquiétude et d'admiration. « Qu'est-ce que tu as fait exactement ?» Je haussai les épaules, imitant le geste nonchalant que Thomas aimait tant utiliser. Disons simplement que j'ai fait preuve d'un peu plus de créativité qu'il ne s'y attendait. Thomas n'avait aucune idée de ce que j'avais fait la veille de l'exposition. Par intuition ou peut-être simplement par anxiété, j'avais déplacé les sculptures originales vers un garde-meuble privé et les avais remplacées par des répliques faites de rebuts d'argile et de projets inachevés. Elles étaient fragiles, oui, mais ce n'étaient pas mes véritables œuvres. J'avais été paranoïa. Quelque chose dans son comportement récent avait déclenché un instinct que je ne pouvais pas expliquer. La façon dont il posait trop de questions. La façon dont il essayait de s'impliquer dans l'installation alors qu'il n'avait jamais montré d'intérêt auparavant. Alors j'ai fait confiance à mon instinct et j'ai fait l'échange. Tout avait commencé 3 jours avant l'exposition. Thomas était sorti, prétendument pour boire un verre avec des collègues, mais il avait laissé son téléphone à la maison, chose qu'il ne faisait jamais. Je n'étais pas du genre à fouiller, vraiment. Mais le téléphone s'était allumé avec une notification, et j'avais vu le nom de Céline. « Il est temps », disait son message. Rien de plus. Mais suffisant pour éveiller mes soupçons. Le lendemain, j'avais appelé Émilie, une amie conservatrice au Petit Palais. Elle m'avait prêté un espace de stockage sécurisé habituellement réservé aux œuvres en transit. Juste pour quelques jours, lui avais-je dit, sans expliquer mes craintes grandissantes. Elle n'avait pas posé de questions, attribuant sans doute ma nervosité à l'anxiété pré-exposition. C'était un travail colossal de déplacer toutes les pièces en silence, de nuit, sans que Thomas ne s'en aperçoive. Sylvie m'avait aidée, bien sûr. Elle n'avait jamais vraiment aimé Thomas, même si elle avait gardé ses opinions pour elle pendant des années par respect pour moi. « Il y a quelque chose dans ses yeux », disait-elle souvent, comme s'il jouait un rôle. Nous avions travaillé jusqu'à l'aube, emballant soigneusement chaque pièce originale dans du papier bulle et des couvertures. La mère et l'enfant en bronze, avec leur visage serein qui m'avaient pris des mois à perfectionner. La danseuse abstraite, légère malgré son médium, donnant l'illusion du mouvement dans la rigidité du métal. Et l'arbre des souvenirs, mon chef-d'œuvre personnel, avec chaque minuscule souvenir enchâssé, le ticket de notre premier concert ensemble, un coquillage de nos vacances en Bretagne, l'alliance de ma grand-mère. « Tu es sûre de toi ?» m'avait demandé Sylvie, alors que nous chargions la dernière pièce dans son petit utilitaire Citroën. « Peut-être que tu te fais des idées. » J'avais hésité, mes mains encore couvertes de la poussière d'argile des répliques que nous avions rapidement fabriquées. Des doublures convaincantes vues de loin, mais de près, elles manquaient de finesse, de détails. « Je préfère avoir l'air paranoïaque et me tromper, » avais-je répondu, que d'avoir raison et tout perdre. Les répliques n'étaient pas mon meilleur travail. Elles étaient creuses à l'intérieur, littéralement et métaphoriquement, tout comme mon mariage s'était révélé l'être. Faites d'argile non cuite, peintes à la hâte pour imiter le bronze et la céramique de mes œuvres originales. De belles coquilles vides. Thomas ne connaissait pas suffisamment mon art pour voir la différence. Il n'avait jamais vraiment regardé mes œuvres de près, n'avait jamais vraiment compris ce que je mettais dans chaque pièce. J'avais même passé 1 heure à prendre des photos détaillées des sculptures originales dans le garde-meuble, capturant chaque angle, chaque texture. Les images étaient sauvegardées sur un disque dur que j'avais confié à Marie-Claire. Une preuve, au cas où. Mais malgré toutes ces précautions, j'espérais me tromper. Une partie de moi souhaitait encore que Thomas soit l'homme que je pensais avoir épousé. Que le jour de l'exposition, il serait à mes côtés, fier et aimant, et que je pourrais rire de ma paranoïa, ramener les vraies sculptures et vivre mon moment de gloire comme prévu. La veille de l'exposition,
Thomas avait été particulièrement attentionné. Il m'avait offert des roses rouges, mes préférées, et avait insisté pour que nous dînions au restaurant italien près du canal Saint-Martin, où nous avions eu notre premier rendez-vous. « Pour la bonne fortune », avait-il dit en levant son verre de vin. « À ton succès demain. » J'avais presque annulé mes plans. Son sourire semblait si sincère, son enthousiasme si réel. Mais alors qu'il se penchait pour m'embrasser par-dessus la table, j'avais senti ce parfum, discret, mais présent. Un parfum qui n'était pas le mien. Et j'avais su. Le matin de l'exposition, alors que nous nous préparions à partir pour la galerie, Thomas avait reçu un appel. Il s'était éloigné pour répondre, murmurant dans le couloir. J'avais entendu le nom de Céline. Puis il était revenu, annonçant qu'il devait passer rapidement au bureau. « Juste 1 heure », avait-il promis. « Je serai à la galerie avant l'ouverture. Je te le promets. » J'avais acquiescé, sachant exactement où il allait. Non pas au bureau, mais à la galerie, pour accomplir ce qu'il avait planifié. Et j'avais laissé faire. Car dans mon sac à main, serré contre ma hanche, se trouvait une petite clé USB. Sur celle-ci, un logiciel qui s'activerait à distance dès que je le déclencherais. Il capturerait tout ce qui se passerait dans notre appartement ce soir-là. Et c'était exactement ce que j'avais fait. Pendant que Thomas riait dans la galerie, ignorant que ses actes étaient déjà en train de se retourner contre lui. Mes vraies sculptures, la mère et l'enfant en bronze, la danseuse abstraite, l'arbre tordu des souvenirs, étaient en sécurité. Et tandis qu'il riait en pensant m'avoir détruite, j'avais déjà prévu sa trahison. Ce soir avait été sa performance. La mienne était sur le point de commencer. « Tu vois ?» expliquai-je à Sylvie alors que nous quittions enfin la galerie, les invités partis, et que nous nous dirigions vers son appartement où je passerais la nuit. Ce n'est pas la destruction qui m'a brisée. C'est la réalisation que l'homme que j'aimais n'existait pas, qu'il n'avait peut-être jamais existé. Alors les répliques, commença Marie-Claire qui nous accompagnait, étaient un test qu'il a lamentablement échoué. Je regardais par la fenêtre de la voiture les rues parisiennes défiler, les lumières de la ville reflétant mon nouveau sentiment de clarté. Et maintenant, il va découvrir que je ne suis pas la femme qu'il pensait pouvoir briser si facilement. Monsieur Leroy avait accepté de maintenir l'exposition ouverte, même avec les sculptures brisées. L'art véritable suscite des émotions, avait-il dit, ses yeux pétillants d'un nouvel intérêt professionnel. Et rien ne suscite plus d'émotion qu'une histoire vraie de trahison et de résilience. Le critique du Figaro m'avait demandé une interview, que j'avais acceptée pour le lendemain. Non pas pour parler de Thomas ou de notre mariage brisé, mais de mon processus créatif, de la symbolique de la destruction et de la reconstruction, de la façon dont l'art peut parfois prendre des voies inattendues pour révéler des vérités plus profondes. « Tu n'es pas furieuse ?» me demanda finalement Marie-Claire, alors que nous arrivions chez Sylvie. « Je serais furieuse à ta place. » Je réfléchis un moment. La colère était là, certainement, mais elle était froide, calculée, transformée en quelque chose d'autre. « La colère est un luxe que je ne peux pas me permettre maintenant, » répondis-je. « J'ai une exposition à sauver, un divorce à gérer, une carrière à construire. » Je souris légèrement. « Et une petite leçon à donner. » Il a fait irruption dans notre appartement, essoufflé. La porte d'entrée était entr'ouverte. Les lumières étaient allumées. Mais l'appartement était vide, à l'exception de la vidéo qui passait sur la télévision du salon. Un flux en direct de lui, plus tôt dans la journée, brisant les sculptures. Il a regardé, choqué, réalisant qu'il avait été filmé, puis il a remarqué les cartons, soigneusement emballés, étiquetés à son nom. Ses vêtements, ses documents, tous attendant près de la porte. Sur la table de la cuisine, une autre enveloppe l'attendait. Pas des papiers de divorce, mais une ordonnance d'éloignement. Une lettre de mon avocat y était jointe. Thomas n'était plus seulement un mari amer. Il était maintenant un homme avec un casier judiciaire et un procès en attente. Il a hurlé, il a fulminé, mais personne n'était là pour l'entendre. Son téléphone bourdonnait de messages, du personnel de la galerie, d'amis communs, même de sa propre sœur, tous horrifiés par ce qu'il avait fait. Sa réputation, si soigneusement construite dans les cercles sociaux, s'effondrait comme les statues qu'il pensait avoir détruites. Notre appartement, niché au 3e étage d'un immeuble haussmannien dans le 11e arrondissement, ressemblait à une scène de théâtre préparée juste pour lui. Les parquets en chevron, témoins silencieux de nos 5 années de vie commune,
reflétait la lumière crue des lampes que j'avais intentionnellement laissées allumées. La vidéo qui tournait en boucle sur notre téléviseur était d'une clarté parfaite. Chaque mouvement de Thomas était capturé, son arrivée furtive à la galerie 2 heures avant l'ouverture, la façon méthodique dont il avait sorti un marteau de son sac, son expression presque joyeuse alors qu'il brisait chaque pièce une par une. Le son était particulièrement révélateur. Son rire, ses murmures satisfaits, le bruit écœurant de la destruction. Et surtout, cette phrase qu'il avait prononcée au téléphone avant de partir. « C'est fait, Céline. Elle n'exposera plus jamais. » La caméra de sécurité de la galerie avait tout enregistré, grâce à Monsieur Leroy, qui avait récemment fait installer un système dernier cri après un cambriolage. Il ne savait pas que je lui avais demandé une copie des enregistrements la veille, prétextant vouloir documenter l'installation. Il ne savait pas non plus que j'avais connecté le système à mon propre réseau, me permettant d'accéder aux images en temps réel. Thomas se tenait maintenant devant l'écran, son visage passant de la stupéfaction à la rage. Il tenta d'éteindre le téléviseur, mais je l'avais verrouillé à distance. La technologie était devenue mon alliée silencieuse. Ses yeux se posèrent alors sur les cartons empilés près de la porte. J'avais été efficace. Chaque trace de sa présence dans notre vie commune était soigneusement emballée. Ses costumes hors de prix, pliés avec un soin ironique. Ses livres de droit qu'il n'ouvrait jamais, mais qui ornaient fièrement notre bibliothèque pour impressionner les visiteurs. Ses trophées de golf, sa collection de montres vintage, même cette affreuse lampe en forme de saxophone que sa mère lui avait offerte et qu'il avait insisté pour garder dans notre salon. Sur chaque carton, j'avais collé une étiquette calligraphiée à la main, une touche artistique finale. Thomas Mercier, vêtements. Thomas Mercier, souvenirs. Thomas Mercier, passé. Ce dernier contenait nos albums photos, vidéos de vacances, et tous ces petits objets qui jalonnent une relation. Tout ce que nous avions construit ensemble, méthodiquement démantelé. Il s'approcha de la table de la cuisine, où l'enveloppe l'attendait. Elle était épaisse, officielle, avec l'entête du cabinet d'avocats Moreau & Associés, l'un des meilleurs de Paris en matière de divorce conflictuel. Thomas la saisit d'une main tremblante, l'ouvrit. La première page était claire, une ordonnance d'éloignement temporaire, signée par un juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris. Les motifs étaient détaillés. Destruction délibérée de biens, harcèlement psychologique, menaces implicites. La date était celle d'hier. J'avais tout préparé, anticipant sa trahison. La seconde page était une lettre de maître Juliette Moreau, avocate redoutée dans les cercles juridiques parisiens. Elle exposait en termes précis les poursuites que j'engageais. Dommages matériels, préjudice professionnel, préjudice moral. Elle mentionnait également les preuves en ma possession. Non seulement la vidéo de la galerie, mais aussi des enregistrements de conversations téléphoniques entre Thomas et Céline, datant des 3 dernières semaines. Des conversations qui prouvaient non seulement leur liaison, mais aussi leur complot pour saboter mon exposition. « Ce n'est pas possible », murmura Thomas, laissant tomber les papiers sur la table. Comment a-t-elle pu... Son téléphone vibra à nouveau. Il le sortit machinalement, fixant l'écran comme s'il s'agissait d'un objet étranger. Les notifications s'accumulaient. Des SMS, des appels manqués, des emails. Son monde s'effondrait en temps réel. Il y avait un message de sa sœur Alice. « Comment as-tu pu faire ça à Claire ? Je suis dégoûtée. » Un autre de son patron au cabinet d'avocats. « Nous devons parler de ton avenir au sein du cabinet, urgentement. » Et plusieurs de ses amis, exprimant leur incrédulité et leur déception. Le plus révélateur venait de Céline. « Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi les vidéos circulent ? Appelle-moi immédiatement. » Thomas réalisa alors que je n'avais pas seulement préparé notre appartement pour son retour. J'avais orchestré toute une symphonie de conséquences. La vidéo de la galerie avait été envoyée à des personnes stratégiquement choisies. Sa famille, ses collègues, nos amis communs. Pas à tout le monde. Je n'étais pas cruelle au point d'exposer notre vie privée au monde entier, mais suffisamment de personnes pour que Thomas comprenne que sa réputation, cette façade soigneusement construite d'homme respectable, était irrémédiablement ternie. Le téléphone sonna. Un vrai coup de téléphone cette fois. Thomas décrocha sans réfléchir. « Thomas Mercier », dit-il automatiquement, sa voix d'avocat tentant de maintenir une façade professionnelle. « Monsieur Mercier ». La voix à l'autre bout du fil était froide, formelle. « Ici, capitaine Rousseau de la police nationale. Nous avons reçu une plainte concernant des dégradations volontaires à la galerie Leroy ce soir.
Nous vous demandons de vous présenter au commissariat du 11e arrondissement demain matin à 9h pour faire une déposition. » Thomas balbutia une réponse, puis raccrocha. Son visage était blanc comme un linge. Il s'effondra sur une chaise, fixant toujours la vidéo qui continuait de tourner sur l'écran, un témoignage implacable de son moment de folie vindicative. C'est alors qu'il remarqua quelque chose d'autre, un petit cadre photo posé sur la table basse. Il ne l'avait jamais vu auparavant. Il s'en approcha et le prit dans ses mains tremblantes. La photo montrait mes vraies sculptures, intactes, magnifiques, installées dans un espace qu'il ne reconnaissait pas. Et moi, debout à côté d'elle, souriante, tenant un journal daté de la veille. Au dos du cadre, j'avais écrit un simple message à la main. « L'art véritable est indestructible. » Thomas laissa échapper un cri de rage, jetant le cadre contre le mur. Il tourna sur lui-même, cherchant désespérément quelque chose d'autre à détruire, à contrôler. Mais l'appartement semblait soudain étranger, comme si le lieu qu'il avait considéré comme sien pendant 5 ans s'était transformé en territoire hostile en quelques heures. Sur le réfrigérateur, maintenu par un aimant en forme de tour Eiffel, souvenir de notre premier anniversaire, un dernier message l'attendait, écrit de ma main. « La police a les clés. Tu as jusqu'à minuit pour prendre tes affaires et partir. Après cela, ce sera une violation de l'ordonnance d'éloignement. » Oh, et Thomas, tu devrais vérifier ton compte bancaire. Il se précipita sur son ordinateur portable, l'ouvrit fébrilement, se connecta à son compte. Et là, la dernière pièce du puzzle se mit en place. Nos comptes joints avaient été vidés, légalement, puisque j'étais cotitulaire. Pas tout l'argent, bien sûr, exactement la moitié, jusqu'au dernier centime. Thomas Mercier, brillant avocat d'affaires, manipulateur hors pair, se retrouvait seul dans un appartement qui n'était plus le sien, avec ses possessions en carton, sa réputation en lambeaux et la justice à ses trousses. Il hurla à nouveau, mais personne n'était là pour l'entendre, sauf peut-être le petit dispositif caché dans la lampe du salon, celui qui transmettait tout ce qui se passait à mon téléphone, me permettant de voir sa réalisation finale que toutes ses machinations s'étaient retournées contre lui. J'ai tenu une seconde exposition 1 mois plus tard, dans une nouvelle galerie, avec mes vraies sculptures. Et cette fois, l'événement a fait les gros titres, pas seulement pour l'art, mais pour l'histoire de la femme qui avait transformé la trahison en renaissance. Les gens venaient non seulement pour voir la beauté que j'avais créée, mais aussi la force que j'avais trouvée. Dans la foule, j'ai vu de nouveaux visages, des regards bienveillants, des sourires sincères. J'ai parlé d'art, mais aussi de se réapproprier son récit, de comment parfois il faut voir quelque chose s'effondrer pour voir qui reste vraiment à vos côtés. Je n'étais plus seulement une sculptrice. J'étais une survivante, une conteuse, une femme qui refusait d'être brisée. Et Thomas, il n'est jamais réapparu. Son silence était sa dernière excuse. Je l'avais aimé autrefois, oui. Mais maintenant, j'avais sculpté une vie entièrement à moi, non plus façonnée par lui, mais ciselée par la vérité, la résilience et la liberté de recommencer. La galerie Rousseau, située dans le Marais à 2 pas du centre Pompidou, était plus grande et plus prestigieuse que celle de Monsieur Leroy. Philippe Rousseau, son propriétaire à la silhouette élancée et au regard perçant, m'avait contacté 3 jours après le fiasco de ma première exposition. « Votre histoire m'a touché », avait-il dit au téléphone. « Mais ce sont vos œuvres qui m'ont convaincu. L'art né de la douleur a toujours une profondeur particulière. » La soirée d'ouverture avait attiré une foule que je n'aurais jamais imaginée. Des critiques d'art de tous les grands journaux. Pas seulement Le Figaro, mais aussi Le Monde, Libération, même un correspondant du New York Times. Des collectionneurs renommés, des galeristes, et bien sûr, mes amis et ma famille. L'espace était baigné d'une lumière douce, mettant en valeur les courbes et les textures de mes sculptures, les vraies cette fois, sorties de leur cachette chez Émilie. Elles semblaient différentes maintenant, comme si elles portaient une nouvelle signification. La mère et l'enfant en bronze n'étaient plus seulement une étude sur l'amour maternel, mais sur la protection et la prévoyance. La danseuse abstraite, avec sa posture défiant la gravité, semblait incarner l'équilibre précaire entre vulnérabilité et force. Et l'arbre des souvenirs, mon préféré, racontait désormais une histoire de résilience. Comment les souvenirs peuvent être préservés même quand on croit tout perdre. Au centre de la galerie,
Une nouvelle pièce trônait, créée spécialement pour cette exposition. Je l'avais intitulée « Phénix », une femme émergeant de fragments brisés, ses bras tendus vers le ciel, son visage serein malgré les éclats qui semblaient encore se détacher d'elle. J'avais incorporé des morceaux des répliques détruites par Thomas, transformant sa destruction en création. « C'est extraordinaire », murmura une femme élégante d'un certain âge, s'arrêtant devant cette pièce centrale. Je la reconnus. Madame Leclerc, une collectionneuse influente dont le soutien pouvait faire une carrière. On sent la catharsis dans chaque ligne. C'est honnête. Je la remerciais d'un sourire. L'honnêteté, cette qualité simple mais profonde que j'avais redécouverte ces dernières semaines. Être honnête avec moi-même sur ce que j'avais permis dans mon mariage, sur les signaux d'alarme que j'avais ignorés. Être honnête dans mon art, laissant la douleur et la guérison s'exprimer sans filtre. Sylvie apparut à mes côtés, resplendissante dans une robe bleu nuit qui contrastait avec mes propres habits, un tailleur pantalon blanc cassé que j'avais choisi spécifiquement pour symboliser ce nouveau départ. « Tu vois ces petits points rouges ?» chuchota-t-elle, désignant discrètement les étiquettes accolées à presque toutes mes sculptures. « Tout est vendu, Claire. »« Tout !» Je clignai des yeux, incrédule. « Vraiment ? Tout ?» Elle hocha la tête, son sourire plus large que je ne l'avais vu depuis longtemps. « Et à des prix que nous n'avions même pas osé espérer. Philippe dit qu'il a une liste d'attente pour tes prochaines créations. » Cette nouvelle me donna le vertige. La stabilité financière avait toujours été une préoccupation, l'une des sources de tension avec Thomas, qui se plaignait de devoir subventionner mes lubies artistiques avec son salaire d'avocat. Maintenant, c'était mon art qui assurait mon indépendance. Marie-Claire s'approcha, accompagnée de mon père. Il avait l'air plus jeune ce soir, comme si un poids s'était levé de ses épaules. « Ta mère aurait été tellement fière, » dit-il, sa voix rauque d'émotion. Ma mère, artiste elle-même, décédée 10 ans plus tôt d'un cancer. C'était elle qui m'avait mise sur la voie de la sculpture, qui m'avait appris à voir la beauté dans la matière brute. « Je sais », répondis-je simplement, serrant sa main. Un journaliste de France Culture s'approcha, micro en main, demandant une interview. J'acceptai, me dirigeant vers un coin plus calme de la galerie. Ces questions étaient perspicaces, allant au-delà du scandale pour explorer le processus créatif et la philosophie derrière mes œuvres. « Votre histoire personnelle a fait beaucoup de bruit », conclut-il. « Mais ce soir, c'est votre art qui parle le plus fort. Comment voyez-vous l'avenir ?» Je réfléchis un moment, cherchant les mots justes. L'avenir est comme l'argile sur mon tour, plein de possibilités, attendant d'être façonné. Je me concentre sur ce que je peux créer, pas sur ce qui a été détruit. Plus tard dans la soirée, alors que la foule commençait à s'éclaircir, Philippe Rousseau m'attira dans son bureau à l'arrière de la galerie. « J'ai une proposition à vous faire », dit-il, sortant un contrat de son tiroir. « Une exclusivité, 3 expositions garanties sur les 2 prochaines années. Et ceci, il fit glisser une carte de visite vers moi. Atelier des artistes de Montmartre. » Je retins mon souffle. C'était l'un des espaces de travail les plus convoités de Paris, un ancien hôtel particulier converti en atelier pour artistes sélectionnés. Y avoir un espace était presque impossible sans connexion ou année d'attente. « Comment » commençai-je. « J'ai des amis, » dit-il simplement. « Et votre talent mérite un lieu à sa mesure. L'appartement que vous partagiez avec votre ex-mari, il porte trop de souvenirs, non ? » Il avait raison. Bien que j'aie légalement gardé l'appartement, mon nom était le seul sur le bail, un détail que Thomas avait négligé quand il pensait avoir tout le pouvoir. J'avais du mal à y travailler à nouveau. Chaque coin rappelait notre vie commune, ses critiques voilées, son dédain subtil pour ma passion. « Merci », dis-je simplement, prenant la carte et le contrat pour les examiner plus tard. « Je suis bouleversée. »« Ne me remerciez pas », répondit-il avec un petit sourire. « C'est un investissement. Dans 10 ans, je veux pouvoir dire que j'ai été le premier à exposer Clairefontaine après sa renaissance. » En sortant de son bureau, je tombais nez à nez avec une femme que je n'avais pas remarquée parmi les invités. Grande, élégante, avec une assurance qui semblait émaner d'elle par vagues. Je la reconnus immédiatement, Céline Dubois. Nous nous regardâmes en silence un moment. Son visage était impassible, mais ses yeux trahissaient une certaine nervosité. « Belle exposition », dit-elle finalement, sa voix contrôlée. « Félicitations. »« Merci »,
répondis-je, tout aussi formelle. Étonnant de te voir ici. Elle jeta un regard autour d'elle, vérifiant que personne n'écoutait. Je suis venue m'excuser. Pas pour lui. Il a fait ses propres choix, mais pour ma part dans tout ça. Je ne m'attendais pas à ça. Pourquoi ? Elle soupira, son masque de confiance se fissurant légèrement. Parce que ce qu'il a fait, ce que nous avons fait, c'était mesquin et cruel. Et parce que ton travail est vraiment extraordinaire. J'aurais dû le voir il y a 6 mois quand tu es venu à ma galerie. J'étudiais son visage, cherchant des signes de manipulation ou de fausseté. Mais elle semblait sincère, presque vulnérable. « Tu sais qu'il a perdu son emploi ?» ajouta-t-elle. Le cabinet ne pouvait pas se permettre le scandale. Je hochai la tête. J'avais entendu les rumeurs. Thomas avait quitté Paris, retournant probablement dans sa ville natale de Lyon. Sa carrière soigneusement construite, son image d'avocat brillant et respectable, tout s'était effondré. Je ne cherchais pas à le détruire, dis-je calmement. Juste à protéger ce qui m'appartient, mon travail, ma dignité, mon avenir. Céline hocha la tête. Je comprends. Et c'est pourquoi je suis venue. Pour te dire que ta galerie rivale, elle eut un petit sourire autodépréciatif. Reconnais ton talent et te souhaite le meilleur. Elle tendit la main. Après un moment d'hésitation, je la serrai. Ce n'était pas l'amitié, ni même le pardon complet, mais c'était la reconnaissance professionnelle. Et d'une certaine façon, cela semblait plus important. La soirée se termina tard, les derniers invités partant vers minuit. Je restai seule dans la galerie avec Philippe, Sylvie, Marie-Claire et mon père. Nous avions ouvert une bouteille de champagne que nous partagions en contemplant les sculptures sous l'éclairage nocturne. « À quoi penses-tu » demanda Sylvie, me voyant perdue dans mes réflexions. Je souris, passant mon regard sur mes créations, ces extensions de moi-même qui avaient survécu à la tempête, tout comme moi. Je pense à ce que je vais créer ensuite, car c'était ça, la véritable victoire. Pas la vengeance contre Thomas, ni même le succès commercial de cette exposition. C'était cette liberté nouvelle que je ressentais, la liberté de créer sans jugement, de vivre sans compromis, d'être entièrement moi-même. J'avais aimé Thomas, oui. Pendant des années, il avait été mon compagnon, mon soutien supposé. Mais maintenant, je réalisais que l'amour véritable, qu'il vienne d'un partenaire, d'amis, de famille ou de soi-même, n'essaie jamais de diminuer ce que vous êtes. Il vous élève, vous encourage à grandir, célèbre vos triomphes. Et tandis que nous trinquions dans cette galerie baignée de la lumière douce des spots, entourée de mes sculptures qui avaient miraculeusement échappé à la destruction, je compris que j'avais finalement sculpté la vie que je méritais. Une vie où chaque fissure était remplie d'or, comme dans le kintsugi japonais, transformant les blessures en beauté.